Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Cette semaine, je reçois Maître Claudine Monette, notaire, et on parle de contrat de mariage. Notaire Monette, bonjour. Bonjour, M. Vous allez bien? On s'est vu la semaine dernière, on a parlé de testament. Aujourd'hui, on a un sujet, pas gay, là, en tout cas plus gay que testament. Je veux dire que faire un testament, c'est pas négatif, au contraire. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui craignent quand ils vont faire leur testament. Est-ce que je me trompe? Bien, souvent, les portes des gens, c'est, j'appelle ça, acheter le poignet par en dedans. Le quoi? Le poignet de cercueil par en dedans. Ah, bon, d'accord. Quand tu fais un testament pour eux autres, c'est comme stressés. affronter le fait que, oui, effectivement, ils vont mourir un jour. Un jour, là. on va mourir. C'est pas si un jour je meurs, là, c'est quand. D'accord. Quand est-ce qu'on va mourir? Bon, aujourd'hui... Tandis que le contrat de mariage... Bon, on a un événement plus gai un peu. C'est plus gai comme événement. Quand on parle mariage, j'ai remarqué que lorsqu'on rencontre les gens pour préparer un contrat de mariage, on prépare en fonction d'une séparation possible, d'un divorce ou d'un décès. Ouais. Donc, on aborde aussi des questions qui sont moins gaies que le mariage lui-même. Mais on a, au départ, ce que je trouve très agréable pour nous autres, c'est qu'on peut être célébrant pour célébrer un mariage maintenant. Ouais. Ça, c'est... Est-ce que ça se produit? Est-ce qu'on voit ça fréquemment? Ou... J'en ai toujours 5-6 par été. Ah oui? Puis c'est toujours dans des beaux endroits. Des fois, les gens le font chez eux, ou d'autres fois, ils le font dans une salle de réception. Ou, Donc, le mariage civil, moi que j'ai connu comme célébrant pour avoir été entre le notariat et le barreau, à l'époque, on l'appelait le protonotaire de la Cour supérieure. Je disais à la blague aux avocats, c'est un super notaire. Aujourd'hui, c'est le greffier, mais à l'époque, on disait protonotaire. Bon, je ne sais pas d'où vient le nom, là. Et on célébrait les mariages. J'ai connu la célébration. C'est pas très long. Non. Effectivement, la célébration comme telle, la partie légale, lorsqu'on célèbre un mariage, c'est de leur lire certains articles du Code civil, puis après ça, c'est carrément de leur demander voulez-vous le marier, voulez-vous la marier, puis ça s'arrête là, vous êtes mariés. Fait que c'est sûr qu'il faut emballer ça un peu. C'est la partie agréable, là, faire des textes, discuter avec eux et voir de quelle façon ils veulent orienter leur cérémonie. Alors, vous avez un volet artistique pour la célébration des mariages. Alors, si vous cherchez quelqu'un qui fait ça moins aride que dans le temps où je les faisais au palais de justice, parce que ça avait un article du Code civil, c'est pas très romantique. Non, les époux ont en mariage les mêmes droits, les mêmes obligations. Vous voyez, je m'en souviens, entre autres. Alors, bon, OK. Donc, on veut se marier, je veux me marier. Ça a dû diminuer un peu avec les années, là. C'est certain qu'à cause de tout ce qu'on appelle le patrimoine familial, qui est rentré en vigueur là, il y a déjà plusieurs années, qui protège les conjoints mariés, beaucoup de gens ont décidé de ne pas se marier pour ne pas avoir ces règles-là qui s'appliquent à eux. Fait que quand les gens se marient, la première chose qu'on doit leur mentionner, c'est quel droit va s'appliquer à eux. En partant, qu'ils fassent un contrat de mariage ou qu'ils n'en fassent pas, le patrimoine familial va s'appliquer. Quand on dit patrimoine familial, c'est la maison qui sert à la famille, les autos, les fonds de pension, les meubles, les rires, tout ça, quel que soit le régime matrimonial, qui va être payé ou acquis durant le mariage, on va avoir un partage à faire là-dessus, advenant une séparation ou un divorce. Donc, ça signifie, je comprends que lorsque les gens consultent un notaire, normalement, il devrait être question du patrimoine parce que ça a un impact très important pour le commun des mortels. C'est souvent les biens qu'ils ont. Les seuls la maison, biens du couple, oui. Les voitures, un chalet. Ça, c'est une résidence familiale? Oui, bon. Et fonds de pension, ce qui fait que ça, c'est... Bon. Est-ce qu'on retrouve aussi...
Bon, mais avant, là, quel est l'avantage? Parce qu'il y a un régime matrimonial, je vous laisse le dire, mais il y a un régime matrimonial, je vais dire, par défaut. Là. Automatiquement, si on n'a pas pris la peine de faire un contrat de mariage, les gens sont mariés sur le régime de la société d'acquêt. Bon. Anciennement, on avait le fameux régime de la communauté de biens. Beaucoup de vos parents sont encore mariés sous ce régime-là. C'est un régime à partage, mais que le code avait tellement défiguré avec le temps pour essayer d'être plus juste que c'était devenu un régime à problème. Fait qu'on a créé le régime de la société d'acquêt. En 1970, quand même. C'est ça, en disant, ce qui est avant le mariage, ça vous appartient à chacun. Ce que vous acquérez durant le mariage va être à partager. Donc, pour bien des couples, le patrimoine familial et la société d'acquêt sont pratiquement identiques. Ça règle la même chose. Parce que dans les dossiers familiaux, dossiers de divorce, pas séparation, mais divorce, on va d'abord partager le patrimoine et ensuite, s'il reste quelque chose du régime de la société d'acquêt, là, on va le partager. On va le partager. Donc, quand j'ai des jeunes couples qui ne sont pas du tout avisés à faire ni un ni l'autre veulent être en affaires, ils vont souvent arriver puis ils vont dire, bon, on va prendre la société d'accueil, on ne pourra pas de contrat parce qu'on n'a rien... Tout ce qu'on a acheté, c'est des meubles déjà qu'on a deux, on va tout partager. Bon, OK. Mais si moindrement, il y en a un des deux qui fait un travail où il est sujet à peut-être ouvrir son propre commerce ou devenir un travailleur autonome puis avoir sa propre clientèle, on va beaucoup plus leur suggérer de prendre le régime de la séparation des biens. Et on le dit également, c'est un contrat. Oui. C'est un contrat de mariage, donc c'est un contrat. Et on convient de choses ensemble dans l'éventualité d'un décès, si on veut être plus positif, ou d'une séparation, quoique de nos jours... c'est devenu assez fréquent. Les divorces sont assez fréquents, fait qu'il est important d'avoir des clauses, des ententes dès le départ. Puis on est tous pareils. Quand on est en amour, on est bien heureux. Tout va bien, on est bien content. Puis on veut pas penser à ça. On est sur la même longueur d'onde. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Quand on est en amour, on veut pas parler de ça. Non. C'est le bon moment d'en parler. Mais malheureusement, c'est là qu'il faut en parler parce que si on le fait pas, quand ça va se mettre à aller mal, là, il va être trop tard. C'est dans mon bureau à moi qu'on va en parler, puis là, on va chicaner pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, puis etc. Alors donc, contrat de mariage. Et quel serait l'avantage si le régime légal, là, c'est la société d'acquêt? Est-ce que les gens peuvent faire un contrat de mariage? Oui, on peut quand même dire, je vais être en société d'acquêt. Dire, on va prendre le régime de la société d'acquêt, on va faire un contrat, pour établir les biens de façon formelle que chacun possédait déjà avant. Ça peut être bien important. Oui. Après, on peut... Je vous arrête surtout pour des gens, s'il y a eu un premier mariage, on a accumulé des choses. À titre d'exemple, monsieur ou madame, le client ou la cliente a un chalet, un bateau, des trucs, ou des toiles, des trucs de valeur. Dès qu'on a des gens qui ont déjà des actifs, qui ont eu des anciens mariages ou pas, là, qui ont déjà des actifs, on va dire, OK, on va établir ces actifs-là de façon à ce que ça ne se perde pas, parce que c'est bien beau, au début, on le sait, on a mis ça sur une petite feuille, mais 10 ans après, la petite feuille est où? Un acte notarié, il est toujours dans mes minutes, ou si j'ai arrêté de pratiquer, c'est un autre notaire qui a acheté mon greffe, ou le greffe a été transféré directement au palais de justice. On ne perd pas ces documents-là. On a encore les vieux actes notariés des premiers notaires qui sont arrivés au Québec en 1500 tranquille. Fait que on ne perd rien, nous autres. C'est juste des fois un peu plus long pour le retrouver. Mais au moins, on ne perd pas cette information-là. 10 ans après, on l'a toujours. En plus, dans le contrat, c'est sûr qu'on peut prévoir des clauses de protection ou des clauses de donation. Avant, tout ce qu'on voyait, c'était bon, je vais donner 3 000 $ à mon épouse à mon décès, puis je vais faire une petite clause testamentaire où j'y donne tous les biens, mais je peux la changer comme je veux. Ça, c'était le petit testament de base, là, le contrat de mariage de base. Ça, c'est ce que les gens appellent... récemment, quelqu'un me disait ça, au dernier vivant, les biens. Oui. C'est possible dans le testament, mais je veux dire, dans le contrat de mariage, donc, c'est prévu. On peut faire ça. Si j'ai pas d'enfant, je peux dire, aujourd'hui, on est en amour, on s'aime,
Claudine, si tu meurs, si je meurs, je te donne tous mes biens. Oui, Serge, moi aussi, je t'aime. Si je meurs, je te donne tous mes biens. Mais je pourrais, demain matin, vous rappeler puis dire, notaire, je veux vous voir pour mon testament. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on fait une clause comme ça, qu'on appelait des institutions contractuelles, là, une donation au contrat de mariage, normalement, on va préciser qu'elle est révocable par n'importe quel autre document. Mais cette clause-là pourrait être mise irrévocable. Ah oui? C'est la seule place dans le contrat de mariage où on peut faire un testament en faveur de quelqu'un puis déjà dire, à moins que l'autre soit d'accord, je ne pourrai jamais le changer. Mais on n'aime pas mettre des clauses comme ça de contrat de mariage. Dans ma carrière, puis j'imagine que quelqu'un pourrait dire, en tout cas, je ne dis pas quelles seraient les chances de succès, là, mais quelqu'un pourrait dire, j'étais aveuglé par l'amour. Voyez, on le dit, ça doit être des choses qu'on entend parce qu'on le dit sur le même ton. Alors, malheureusement, c'est des choses qu'on voit. Faites attention, c'est vrai que l'amour rend aveugle, puis là, on se donne tout. Puis moi, quand ils vont voir les notaires, ils sont en amour, puis quand vous venez nous voir, on est moins on n'a pas la mentalité de se protéger. Je me moque pas, là. Je me moque pas, là. La réalité, c'est ça. On peut le dire en souriant aujourd'hui, mais c'est ça la réalité. C'est que bien souvent, on a peur d'en parler, que ça crée un malaise dans le couple. Oui. Bien, je pense que s'il y a quelque chose qui doit être vidé, c'est bien des situations comme ça au départ, parce que peut-être que l'union n'est pas viable d'abord. Si on n'est pas capable d'aborder ces sujets-là sans que ça crée un malaise, ça peut être... c'est peut-être pas une bonne idée de les embarquer à long terme, mais beaucoup de sous, là, tu sais. Si j'ai rencontré ma conjointe à occupation double et que je suis en amour fou, il est peut-être le temps qu'on en parle, ces affaires-là, blague à part. C'est le temps de les régler, ces choses. On voyait souvent, probablement encore comme ça, justement, les fils, les filles de gens d'affaires qui ont un peu de sous ou d'actifs, qui vont vouloir s'assurer que leur progéniture dilapide pas les biens. Oui, en général, les parents qui sont fortunés vont conseiller beaucoup les enfants de faire pour être sûr et certain qu'on a un contrat de mariage. Et là. Probablement d'adopter la séparation de biens. Oui. Mais il y a aussi des choses qu'on ne pense pas. Oui, il y a des clauses qui prévoient des pensions alimentaires advenant les divorces et compagnie, mais on peut prévoir dans un contrat de mariage des arrangements, par exemple, la conjointe ou le conjoint, parce qu'aujourd'hui, ça peut être un ou l'autre, qui arrête de travailler pour élever les enfants. Il n'est pas sur le marché du travail. Là. Lui, il vient de perdre ses possibilités pendant... peut-être une dizaine, une quinzaine d'années, il n'y en aura pas de possibilité d'avancement puis d'augmenter son salaire. Ou d'acquérir de l'expérience. Ou d'acquérir une expérience quelconque. Bien, ça a une valeur, ça. La seule façon aujourd'hui qu'on le récompense, c'est par une pension alimentaire qu'on lui donne après pour qu'il essaie de se replacer. Mais quelle que soit la pension alimentaire, à moins d'avoir des gens extrêmement fortunés, c'est très rare qu'on va pouvoir compenser ces années-là. Exact. C'est peut-être une discussion qui serait importante de voir dans le couple. Mais il y en a des gens fortunés, donc les gens fortunés pourraient dire... On entend souvent ça, là, surtout les Américains. Là. D'ailleurs, j'avais conseillé une amie à moi, marier un Américain, je l'ai référé à un bureau... où il y avait des correspondants en Californie, blabla. Puis là, il y avait des discussions sur les clauses, je me souviens plus comment, je ne sais pas si c'est post-nuptial ou je ne sais trop le nom, là, mais eux autres, ils réglaient ça, là. Est-ce qu'on voit ça au Québec? Est-ce que c'est... Bien, c'est par le contrat de mariage qu'on peut essayer de faire des clauses spécifiques de protection. Mais c'est pas dans notre culture. Mais c'est pas dans notre culture. On a de la misère. Puis même quand on parle de ça aux gens, là, ils nous regardent, puis ils sont plus ou moins à l'aise avec ça. Ils ont peur d'entamer ces discussions-là. Et faites attention si vous adoptez, vous faites un mariage, puis vous allez rester dans un État américain au tout début.
je peux me ramasser avec l'application de la loi de l'État. Puis il y a certains États américains qui ont des lois là, assez spécifiques que le partage se fait, mais sur beaucoup plus de biens qu'en société d'acquis. Donc, c'est prudence pour mes gens là, qui s'en vont aux États-Unis pour fin de travail, puis qui se marient là-bas alors qu'ils y résident. Là. Faites attention. Justement, là, bon, on voit ça. D'ailleurs, je pense qu'on en a parlé avec Maître Payet. Là. Si je m'en vais à Las Vegas, et là, on oublierait là, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Si je me marie là-bas, 2 Québécois qui sont... ou n'importe où dans le monde. Là. Tantôt, je faisais une blague sur Occupation Double, là, que je n'écoute pas. Ma fille adolescente écoute un peu. Et je me marie, peu importe où dans le monde, quel va être le droit qui va s'appliquer à moi si on est 2 Québécois? Bien, on regarde normalement le régime où les gens sont domiciliés. On regarde avant puis après le mariage, le premier domicile familial. Donc, si on revient ici, j'ai pas de problème. Ça va être quand même mon droit du Québec. Mais si on reste... on était là pour les fins de travail, puis finalement, on a resté là 1 an, oups, je peux avoir la loi de l'État américain. Quand les gens reviennent ici, ils vont se voir appliquer quand même le patrimoine familial. Parce que là, le domicile se réapplique, puis on revient à d'autres normes. Je m'excuse, j'interrompais. Je fais des blagues sur Occupation Double, mais on connaît tous des gens, des amours de vacances. Là. Je m'en vais à Cuba, en République dominicaine. Des fois, il y en a qui veulent se marier pour pouvoir venir vivre au Canada, peut-être moi en amour, enfin ça ne nous regarde pas. Bien là, je ne veux pas vous mettre dans l'eau chaude parce que je ne vous avais pas parlé de ça avant, mais si je rencontre... danger. Une femme ou un homme, là, si je rencontre quelqu'un, je décide de me marier et je me marie là-bas, mais je m'en reviens vivre ici, on va se demander quelle était l'intention des parties, quel était le domicile où on voudrait vivre. Oui, puis vous avez, d'une part, au niveau matrimonial, qu'on a un hic, mais on a aussi un autre, c'est que si la personne, dans le fond, vous l'avez mariée juste pour lui donner la possibilité de venir au Québec, on se ramasse avec tout le problème des lois de l'immigration. On est responsable de la personne qu'on a mariée, qu'on a amenée avec nous, puis c'est pas responsable juste pour le temps qu'il reste dans le même appartement que nous autres. Là. La responsabilité, ça va être pendant plusieurs années. Donc, encore là, faites très, très, très attention. Les bagages de vacances, c'est dangereux. Les bagages qu'on déclare au service frontalier. Oui. Bon. Je fais des blagues, mais derrière les blagues, toujours un fond de vérité. Là, on a eu beaucoup de mariages qui se sont faits pour ça. On a eu beaucoup de mariages aussi entre étudiants pour les pré-bourses. Les gens, après ça, ils font « Ah, c'est plate, il faut aller chercher un divorce parce qu'ils n'ont jamais été vraiment mariés. » Ça, on a eu beaucoup un temps. J'en vois moins là, depuis quelques années. Peut-être que le service des pré-bourses est adapté pour être un peu plus... c'est ça. Je pense qu'ils tiennent un peu plus compte des situations. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un paquet de règles qui s'appliquent automatiquement par le mariage. Mais le contrat de mariage lui-même, on a beau avoir fait des bases simples, mais on peut y mettre plein de choses là-dedans, en notant que c'est pour les règles de décision que vous avez prises et pour essayer de protéger les 2 parties lorsqu'il y aura éventuellement un divorce. Donc, il y a un lien avec les parties contractantes. C'est comme je répète, c'est un contrat. Oui. On s'attache au régime matrimonial, mais c'est un contrat. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas... Je reparle encore des États-Unis où les Américains prévoient plusieurs clauses contractuelles. Il y a beaucoup de négociations. On parle de gens riches. Des fois, ça vient aussi c'est conduit par les parents de chacun parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y aura pas trop de... Ou peut-être qu'on voudra que l'on mixe. Mais ça me fait penser à une clause que des fois on entend que si jamais la personne trichait l'autre, c'est bien de valeur, mais elle n'a plus de droit à telle affaire.
Est-ce que c'est valable, ça, ou on va contester? Je ne sais pas si elle est valide, là. On va contester. C'est ce qu'on entend souvent dans des films, là. Mais ici, je ne pourrais pas, par exemple, arriver et dire « je fais un legs dans mon testament ou dans le mariage, dans le contrat de mariage, je mets une clause que je donne tous les biens à mon épouse, mais qu'elle va être déshéritée si, par exemple, elle a un amant, ou que ça ne sera pas, ou que j'ai dit... Ça pourrait être contre l'ordre public. C'est ça, ou tu vas avoir droit à l'argent, mais en autant que tu ne te remaries pas dans l'année qui suit, c'est une clause qui est jugée contre l'ordre public. Il faut faire attention. Exactement. Parce que, comme on dit souvent, la liberté de l'un s'arrête à la liberté de l'autre. Alors, si mon conjoint ou ma conjointe rencontre quelqu'un d'autre, ben, c'est tant mieux. J'aurais envie de dire tant mieux pour le survivant, là, parce qu'on a parlé de testament la semaine dernière, puis on parle aussi de clause testamentaire aujourd'hui. Alors, donc, régime matrimonial, important d'en discuter, d'aller consulter un notaire ou un avocat là, pour ça. C'est évidemment, si vous voulez faire un contrat de mariage, vous allez le faire devant un notaire. Alors, d'aller vous rencontrer, peut-être établir ensemble qu'on n'en fera pas de contrat de mariage, mais peut-être ça pourrait être l'occasion, sûrement l'occasion de faire un testament. Je répète, on en a parlé la semaine dernière, mais ça serait l'occasion, au minimum, de faire ça, là. Quand ils viennent pour un contrat de mariage, puis ils me disent, bon, finalement on n'a pas assez de biens, toutes nos choses vont être ensemble. OK. En attendant, par exemple, faites au moins un contrat de mariage pour vous protéger l'un et l'autre. Et on leur souligne, un contrat de mariage, c'est comme tout contrat. Tant que les deux sont d'accord, on peut aussi faire des modifications. On a l'idée, oui, un testament, c'est normal qu'on le modifie, mais un contrat de mariage, si les deux sont d'accord, on peut aussi modifier les clauses qui sont là, puis les adapter à la situation qui se présente, là, tu sais. Je m'excuse, le bruit, c'est pas un avion qui s'écrase. On est au centre-ville, ce sont les travaux. Et c'est les travaux de construction. Bon, alors, ça m'a fait perdre un peu le fil, mais dites-moi... Là, vous avez mentionné plutôt... Les modifications qu'on peut faire facilement au contrat de mariage en cours de route pendant l'union, c'est les gens n'ont pas le réflexe de faire ça, mais c'est comme un testament. La situation évolue. On avait prévu pas avoir d'enfants, on a des enfants. Tout à coup, oups, on a peut-être investi beaucoup pour une adoption. Il peut y avoir plein de choses. Le contrat de mariage, tant que les deux sont d'accord, ça se modifie facilement. Ce qui fait que... Si, par exemple, là, c'est vraiment fin de discussion, parce que je ne penserais pas que ça arrive, à cause du patrimoine familial. Donc, si j'ai un régime matrimonial, séparation de biens, donc chacun les biens, on s'entend que les règles du patrimoine familial s'appliquent. Mm-hmm. Donc, pour le commun des mortels, si on a un contrat de mariage, séparation des biens, la maison est à mon nom, je fais tous ces trucs-là, je suis en séparation de biens. Si au décès ou un divorce, on va se partager selon les règles du patrimoine familial. C'est ça. Ça, c'est important de le rappeler. Les biens qui ne feront pas partie du patrimoine familial, les comptes de banque, le placement que vous avez fait en achetant un petit bloc, appartement, où la famille ne reste pas, les placements d'investissement faits avec une agence, ça ne fait pas partie des biens du patrimoine familial. Ça ne se partage pas. Okay. Tout le reste, le patrimoine familial, c'est lui qu'on va en premier partager, puis le restant, ça va être la propriété de celui qui avait tout ça en son nom. Et il va aller dans son testament ou il repart avec si c'est un divorce. Je veux revenir à ce que vous avez mentionné plus tôt. Là. Bon, on a 3 régimes matrimoniaux. Est-ce qu'on parle encore de la communauté de biens? Bien, il en reste encore. Okay. On a encore des gens âgés qui étaient mariés sur le régime de la communauté de biens, mais on n'en a plus beaucoup, là. Donc, est-ce qu'on peut adopter un autre régime? Est-ce que je pourrais créer quelque chose si on était très imaginatif? Oui, il n'y a rien qui empêche de... J'ai déjà vu des gens qui avaient connu, qui étaient en droit, qui avaient travaillé en Belgique, puis ils sont allés rechercher un peu le principe des droits de Belgique ici. Sauf que c'est dangereux, là, parce que, à moins d'avoir quelqu'un qui est spécialisé puis qui connaît très bien le droit là-bas, il note,
si on fait des mix comme ça, là, on peut avoir des contradictions avec les choses de ce Code civil. Mais il n'y a rien qui l'interdit. On peut avoir des régimes, des contrats de mariage qui prévoient que certains biens se partagent et d'autres non. Et toujours en respectant au Québec nos la règles du Code civil, du patrimoine familial. Puis du patrimoine, ouais. Ça, c'est clair. Et peut-être pour rappeler aux gens, quel était l'objectif du patrimoine familial lorsqu'il a été créé en 1989? Il y avait la clause en français « adopting out ». Les gens faisaient dire, nous autres, on ne veut pas être assujettis à ça. Là. Il y avait des règles. Sinon, vous l'avez expliqué plus tôt, il y a des biens qui se partagent et peu importe ce qu'on peut avoir convenu depuis c'est qu'il y avait eu beaucoup... la plupart du temps, c'était les dames qui étaient d'une situation vraiment précaire quand arrivait un divorce. Ouais. Lorsque le monsieur avait exigé qu'on prenne le régime de la séparation de biens et que par la suite, madame avait travaillé dans l'entreprise, soit l'entreprise agricole ou le commerce de restauration, n'importe quoi, et qu'arrivait le moment du divorce, elle avait élevé les enfants, elle avait travaillé dans le commerce et tout ce qu'elle avait, c'était la petite donation de 5 000 $ qui était prévue au contrat de mariage. Je me rappelle avoir donné des conférences, puis avoir une dame qui dit « Mon mari, dans mon contrat de mariage, j'ai juste ça, puis mon mari m'a dit de prendre la porte. » J'ai demandé de vérifier en joke si la porte ne valait pas plus que 5 000. OK, parce que oui, il y a des... Parce que c'est ridicule, là, après toutes ces années-là, et les batailles qui devaient être faites pour les pensions venaient pas compenser l'augmentation d'actifs. On a essayé plusieurs fois de prouver que monsieur s'était enrichi au détriment de madame, mais l'enrichissement sans cause, vous le savez, c'est pas facile de prouver. Devant au début des années 80, on a créé la prestation compensatoire. Puis il nous reste peu de temps, je vais l'aborder rapidement. Ça c'était... j'ai travaillé toute ma vie à la ferme, par exemple, et au nom de monsieur, je veux ma part. Ça n'a pas fonctionné. Devant cette situation-là, le législateur, le gouvernement a décidé patrimoine familial. Merci. Et je me souviens très bien de la réaction négative des gens. Et aujourd'hui, ça fait partie des mœurs, puis on le sait. Surtout qu'au début, ils ont permis que les gens qui étaient déjà mariés puissent se retirer de l'application de la loi. Oui, la fameuse clause d'obtenir. Et que ça a fait des discussions houleuses, ça. Bon. Il me reste une minute. On va conclusion. Préférable d'aller voir un notaire, un peu juriste, mais peut-être un notaire. Avant de se marier. Avant de se marier. Qu'après. Discuter des opportunités qu'on a, qui s'offrent à eux. Quel est le plan de carrière peut-être des gens. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on sera en mesure de mieux les conseiller. Ce qui sera le plus adéquat pour les gens. Oui. À ce moment-là, où on fera, comme vous l'avez mentionné plus tôt, un testament, ils auront le régime légal, patrimoine familial, testament, tout le monde sera protégé, on saura tout ce qu'il faut faire. Puis finalement, on l'a dit la semaine dernière, je le répète, le testament, ça peut changer, pas obligé de dire à l'autre. Fait qu'il faut avoir ça en tête aussi. Alors, je vous remercie beaucoup, notaire Monette, ça m'a fait plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez apprécié et que vous nous reviendrez la semaine prochaine à une autre émission de La Justice entre vous.